Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La descente aux enfers d'une idole, Patrick Bruel, mis en examen dans 4 affaires de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il est placé sous le statut de témoin assisté pour 4 autres plaintes et 13 accusations a priori prescrites ont été notées dans son dossier. Pour l'artiste de 67 ans, libéré sous contrôle judiciaire au terme d'une longue journée face au juge hier, c'est un coup de massue, Antoine Bienvaux. 22h30, hier soir, Patrick Bruel s'avance face au juge des libertés et de la détention. Pull en laine, jean et chaussures noires, le chanteur semble sonner, le visage fatigué et le regard fuyant, stigmate visible de sa mise en examen prononcée quelques minutes plus tôt dans 4 affaires. Un viol, une tentative de viol ainsi que des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Les mains jointes vers le bas, il échange quelques mots avec ses avocats puis s'effondre sur son siège car à ce moment-là, le chanteur ne sait pas encore où il passera la nuit, chez lui ou en prison. C'est le juge des libertés et de la détention face à lui qui doit en décider. L'audience commence à huis clos, une demi-heure de débat, presque le double de délibérés. À minuit, la décision tombe, annoncée par les avocats de Patrick Bruel. Le juge de liberté et de la détention a confirmé le placement sous contrôle judiciaire et a rejeté la demande de détention provisoire qui avait été formée par le parquet du procureur de la République. Monsieur Patrick Bruel participera naturellement à tous les actes de l'enquête et se tient à la disposition des autorités judiciaires. Pas de prison donc pour Patrick Bruel qui ressort libre mais sans un mot du tribunal par une porte dérobée. Antoine Bienvaux, Flavie Flament qui a porté plainte contre Patrick Bruel se dit sereine et surtout satisfaite. Maître Jade Doucelin, l'avocate de la toute première plaignante, y voit, je cite, une vraie première victoire judiciaire pour les victimes. Les obsèques en toute intimité de Liana auront lieu demain à Fleurance dans le Gers. Tout le pays partage la douleur de ses proches et la colère face au parcours judiciaire de son ravisseur présumé Jérôme Barella. Visé à plusieurs reprises par des plaintes pour viol sur mineur, il n'a jamais été inquiété. Et dans sa famille, William Molinier, il n'est pas le premier concerné par des affaires de ce genre. Son père a fait l'objet d'une plainte pour viol de la part de l'une de ses petites filles. C'était en 2013, la plainte pour viol a été déposée par l'une de ses petites filles, âgée alors de 13 ans. Les faits se seraient déroulés au domicile du grand-père qui n'a jamais été mis en examen mais placé sous le statut de témoin assisté. Au terme de 8 ans d'enquête, il a bénéficié d'un non-lieu, il a été définitivement blanchi. Ce n'est pas le seul dans l'entourage de Jérôme Barella à avoir un passif judiciaire. Son frère Yannick, lui aussi, est inquiété. Il a été mis en examen hier matin pour viol et séquestration sur 2 anciennes compagnes dont l'une était mineure au moment des faits. Une des plaintes avait été déposée il y a 2 ans, mais il n'avait jamais été interrogé. Selon les informations d'Europe 1, pendant sa garde à vue, il a nié le viol et la séquestration tout en concédant des violences. Il a été libéré par le juge des libertés et de la détention et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel et réclame désormais son incarcération. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. La disparition et le meurtre de Liana ont poussé le gouvernement à prendre des mesures plus fortes contre les violences sexuelles sur mineurs. En attendant le 15 juillet et le débat parlementaire sur le renforcement des peines pour les agresseurs, le garde des Sceaux a demandé aux procureurs généraux de reprendre l'intégralité des plaintes pour viol sur mineurs, soit 70 000 dossiers d'ici le 14 juillet. Gérald Darmanin veut en faire la priorité des priorités. Mais pour le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Blady, invité d'Europe 1 ce matin, prioriser, c'est déséquilibré. La vraie question, c'est ça veut dire quoi prioriser ? Est-ce qu'effectivement la priorisation, ça veut dire qu'effectivement la justice ne fait plus que traiter ces infractions-là ? Moi, je peux l'entendre, mais est-ce qu'on est certain que le contrat social va accepter que les voleurs, les escrocs, les personnes qui abusent de la confiance, les gens qui s'en prennent aux personnes âgées en profitant de leur vulnérabilité, vont être impunis parce que toute l'énergie des forces de sécurité et des parquets va être concentrée sur les priorités qui sont par ailleurs parfaitement légitimes, parfaitement respectables et que j'entends parfaitement. Quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans à Meaux, j'ai interdit aux services de police et de gendarmerie de traiter la maltraitance animale tant qu'ils avaient des atteintes aux personnes dans leurs armoires. Ça m'a valu des manifestations devant mon tribunal. Jean-Baptiste Bladier, invité d'Europe 1 matin à 7h10. Interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. L'actualité internationale au Moyen-Orient, la reprise des tirs de missiles entre Iraniens et Américains. 2 mois après le début du cessez-le-feu, le risque d'embrasement est important. Les États-Unis ont frappé plusieurs cibles en Iran et les gardiens de la révolution ont riposté en visant les pays voisins, Frédéric Simon.
Oui, l'Iran affirme avoir pris pour cible des positions de l'armée américaine au Bahreïn, au Koweït et jusqu'en Jordanie. Autre décision prise en riposte aux frappes américaines, une fermeture plus hermétique encore du détroit d'Ormuz, où toute embarcation naviguant dans le détroit est désormais considérée comme une cible légitime par Téhéran. Mais les États-Unis assurent que la navigation dans le détroit n'a pas été entièrement bloquée. Les frappes américaines ont été menées au cours de la nuit et tôt dans la matinée. Selon l'armée américaine, les cibles situées essentiellement dans le sud de l'Iran et à proximité du détroit d'Ormuz incluaient des systèmes de surveillance et de communication militaire ainsi que des batteries de la défense anti-aérienne. Aucune infrastructure civile ou énergétique n'a été frappée. Par conséquent, Donald Trump affirme qu'à la demande d'officiels iraniens avec qui il se serait entretenu directement, il a accepté de mettre un terme aux frappes. Le président américain s'est toutefois empressé de préciser que si l'Iran persiste dans son refus de signer un accord permettant la réouverture du détroit d'Ormuz et empêchant le régime des Mollahs d'acquérir l'arme nucléaire, eh bien les frappes reprendront de plus belle. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. À Clermont-Ferrand, un couvre-feu pour les moins de 16 ans non accompagné de 23h à 7h du matin pour toute la durée de la Coupe du Monde à partir d'aujourd'hui. Décision du maire et du préfet de la Drôme après les violences qui ont marqué la ville lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et c'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Doit-on instaurer un couvre-feu pour les mineurs en France durant le mondial? Vous votez dès maintenant. La Coupe du Monde de football qui débute ce soir en Amérique à cheval sur 3 pays, Canada, États-Unis et Mexique. Oui, c'est d'ailleurs à Mexico qu'aura lieu ce soir le match d'ouverture entre l'équipe nationale mexicaine et l'Afrique du Sud à 21h. La France, elle, n'entre en lice que mardi face au Sénégal et les supporters des Bleus sont fin prêts, comme Michel. Il fait partie des Irrésistibles Français, un groupe de fans qui ne manquerait ça pour rien au monde. À quelques jours du départ, Mathis Lang l'a rencontré à Paris Reportage. J-4 pour Michel. Lundi, cet amoureux des Bleus s'envolera pour les États-Unis. 5 semaines entre New York, Philadelphie et Boston pour un budget de 8 000 €. Et forcément, un sentiment domine. L'excitation, on se prépare depuis un an. Puis là, ça arrive. La dernière ligne droite, on essaie de rien oublier. Justement, la valise est déjà prête. Casquette de la FFF, des écharpes, le maillot que j'ai porté au Qatar. Sans oublier de Vuvuzela, ces cornes qui ont marqué le mondial sud-africain. Mais j'y arrive pas. Il manque encore un petit peu d'entraînement, mais pour mettre l'ambiance, le retraité préfère de toute façon pousser la chansonnette. Sur son ordinateur, des vidéos des Coupes du Monde auxquelles il a assisté, toutes depuis celle de 2010. Ça me redonne la chair de poule. Se retrouver dans les stades, échanger avec les supporters du monde entier. Il y a des ambiances folles, c'est des moments rares. Et en ce qui concerne une victoire des Bleus, Michel n'a aucun doute. Il y a tellement de talent, ça fait peur à tout le monde. Vous y croyez? Ah oui. La dernière fois que le supporter a eu cette intuition, c'était en 2018, année de la 2e étoile, et il espère que 2026 sera celle de la 3e. Mathis Lang, allez les Bleus. Jour de foot donc pour les uns, jour de bac pour les autres. Le premier en tout cas, 500 000 élèves de première générale et technologique passent aujourd'hui l'épreuve anticipée de français. Un peu d'angoisse pour les parents, mais beaucoup de stress aussi pour les élèves, on les encourage. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Robert Ménard est l'invité de Laurence Ferrari. 8h09, bon réveil.